Le soleil matinal caressait les collines ondoyantes de Toscane, peignant les champs de tournesol d'une lumière dorée qui semblait presque irréelle. Marco Belandi ajusta son chapeau de cuir usé et observa l'horizon depuis sa véranda, une tasse de café fumant entre ses mains calleuses. 3 années s'étaient écoulées depuis que Lucia avait quitté ce monde, emportant avec elle les rires qui résonnaient autrefois dans cette maison de pierre blanche héritée de ses grands-parents. À 42 ans, Marco portait le silence comme une seconde peau. Ses journées se rythmaient par les soins aux chevaux, la surveillance des vignes et l'entretien des champs de tournesol que sa défunte épouse avait tant chéris. Ces fleurs majestueuses qui suivaient la course du soleil lui rappelaient constamment l'amour perdu, mais aussi la beauté qui persistait malgré la douleur. La propriété des Belandi étendait sur une centaine d'hectares aux abords de Sienne, traversée par un ruisseau cristallin qui serpentait entre les chênes centenaires. Les vignes grimpaient sur les coteaux, tandis que les oliviers argentés formaient des rangées parfaites près de la maison principale. Était un petit paradis où Marco avait appris à trouver la paix dans la solitude, loin des complications du monde extérieur. Ce matin-là pourtant, quelque chose troublait cette tranquillité habituelle. Tornado, son cheval le plus nerveux, hennissait sans cesse depuis l'aube, les oreilles dressées vers la colline est. L'animal, d'ordinaire méfiant envers les étrangers, montrait une agitation inhabituelle qui inquiétait son propriétaire. Marco termina son café et se dirigea vers l'écurie. Les rayons du soleil filtraient entre les poutres de bois, créant un jeu d'ombres et de lumière sur le sol de terre battue. Il caressa l'encolure de Tornado pour l'apaiser, mais le cheval continuait à fixer obstinément la même direction. « Qu'est-ce qui te préoccupe, mon vieux ?» murmura Marco en italien, sa langue maternelle qu'il utilisait encore pour parler à ses animaux. Intrigué, il décida d'inspecter le périmètre de la propriété. Il sella rapidement Stella, une jument docile aux reflets cuivrés, et se dirigea vers le ruisseau qui marquait la frontière naturelle de ces terres. L'air matinal était frais et parfumé de lavande sauvage, portant les promesses d'une belle journée de printemps. Alors qu'il longeait le cours d'eau, Marco aperçut une silhouette féminine accroupie entre les buissons de ronces. Ses cheveux noirs emmêlés brillaient sous les rayons obliques du soleil et ses vêtements froissés suggéraient qu'elle avait passé la nuit à la belle étoile. La jeune femme sursauta en entendant les sabots de Stella sur les galets et Marco put voir la peur qui traversait son regard sombre. « N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal », dit-il en descendant de sa monture, les mains bien visibles pour la rassurer. Elle le dévisagea avec méfiance, prête à fuir au moindre geste brusque. Ses traits délicats portaient les marques de la fatigue et de l'inquiétude. Mais Marco reconnut immédiatement cette beauté méditerranéenne si caractéristique de la région. « Vous êtes sur mes terres », ajouta-t-il doucement. « Mais cela ne me dérange pas. Vous semblez avoir besoin d'aide. » La jeune femme hésita, jetant des regards nerveux autour d'elle, comme si elle craignait d'être suivie. Ses lèvres tremblaient légèrement, et Marco remarqua qu'elle serrait contre elle un petit sac de toile usé. « Je ne voulais pas m'introduire chez vous, » balbutia-t-elle finalement d'une voix rauque. « Je cherchais juste un endroit pour me reposer. » Marco étudia son visage fatigué et reconnut les signes d'une détresse profonde. Quelque chose dans son regard lui rappelait Lucia pendant ces derniers mois, cette vulnérabilité mêlée à une force intérieure qui refusait de céder. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il avec bienveillance. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Marco prit cette réaction comme un aveu et fit un pas vers elle, lentement, comme on approche un animal blessé. « Je m'appelle Marco Belandi. Cette propriété m'appartient depuis des générations. Si vous acceptez mon aide, je peux vous offrir un repas chaud et un endroit sûr pour vous reposer. » La méfiance dans ses yeux se mélangea à une lueur d'espoir fragile. Elle observa longuement le visage honnête de Marco, cherchant sans doute à évaluer ses intentions. « Alessia, » murmura-t-elle finalement, « je m'appelle Alessia Conti. » Le nom de famille résonna étrangement aux oreilles de Marco. Conti. Il avait déjà entendu ce patronyme quelque part.
mais n'arrivait pas à situer où. Peu importait pour l'instant. Cette jeune femme avait besoin d'aide et il ne pouvait pas l'abandonner dans cet état. « Venez, Alessia. Ma maison n'est pas très loin. Vous pourrez vous laver et manger quelque chose de consistant. » Elle acquiesça faiblement et suivit Marco jusqu'à Stella. Il l'aida à monter en croupe, notant la maigreur de ses bras et la façon dont elle frissonnait malgré la douceur matinale. Le trajet jusqu'à la maison se déroula dans un silence respectueux. Marco sentait la tension dans le corps d'Alessia, sa façon de sursauter au moindre bruit, de scruter constamment les alentours comme si elle s'attendait à voir surgir un danger. Lorsqu'ils arrivèrent devant la demeure aux volets verts, Alessia contempla les murs de pierre blonde patinés par le temps, les géraniums rouges qui débordaient des jardinières et les tournesols qui commençaient à pointer leur tête vers le soleil levant. « C'est magnifique !» souffla-t-elle. Et Marco crut déceler dans sa voix une nostalgie profonde, comme si cette beauté simple lui rappelait quelque chose de précieux et de perdu. Il l'installa dans la cuisine spacieuse où trônait encore l'ancienne cuisinière en fonte que Lucia avait tant aimée. Pendant qu'il préparait des œufs brouillés et réchauffait du pain frais, Marco observait discrètement sa mystérieuse invitée. Alessia regardait autour d'elle avec une attention particulière, ses yeux s'attardant sur certains détails, comme si elle cherchait à mémoriser chaque élément du décor. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle en acceptant avec reconnaissance l'assiette fumante qu'il lui tendait. « Depuis 3 ans, » répondit Marco simplement. « Ma femme nous a quittés. Il n'en dit pas plus. » Mais Alessia sembla comprendre la douleur contenue dans ces quelques mots. Elle mangea avec l'avidité de quelqu'un qui n'avait pas pris de vrais repas depuis longtemps, tout en gardant cette vigilance constante qui intriguait Marco. Dehors, Tornado continuait à hennir sporadiquement, et Marco se demandait si l'arrivée d'Alessia N était vraiment qu'une coïncidence. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un « j'aime ». Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Les jours suivants, écoulèrent dans une atmosphère étrange, mélange de sérénité retrouvée et de tension sourde. Alessia avait accepté de rester quelque temps à la propriété, le temps de reprendre des forces, comme elle l'avait formulé avec prudence. Marco lui avait aménagé la chambre d'amis au premier étage, celle qui donnait sur les champs de tournesol et offrait une vue apaisante sur les collines environnantes. Chaque matin, il la trouvait déjà levée, observant l'horizon depuis la fenêtre de sa chambre, comme si elle guettait l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Elle l'aidait volontiers aux tâches quotidiennes, montrant une connaissance surprenante du travail de la terre et des animaux. Ses gestes étaient sûrs quand elle s'occupait des chevaux. Et Marco remarquait qu'elle semblait particulièrement à l'aise avec Tornado, le plus ombrageux de ses étalons. « Vous avez grandi à la campagne ?» lui demanda-t-il un après-midi alors qu'ils réparaient ensemble une clôture endommagée. Alessia suspendit son geste, le marteau à la main, et son regard se voila d'une mélancolie profonde. « Oui, dans une propriété pas très loin d'ici, mais était il y a longtemps. » Elle ne précisa pas davantage. Et Marco respecta son silence. Il commençait à comprendre qu'Alessia portait en elle des blessures qu'elle n'était pas encore prête à partager. Le 3e soir, alors qu'ils dînaient face à face dans la cuisine éclairée par la lueur douce des bougies, Alessia posa soudain sa fourchette et fixa Marco avec intensité. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. » Marco réfléchit un instant avant de répondre, tournant son verre de vin rouge entre ses mains. « Parce que j'ai reconnu dans vos yeux quelque chose que je connaissais bien, la peur, mais aussi cette force qui refuse d'abandonner. Ma femme Lucia avait ce même regard pendant sa maladie. » Alessia baissa les yeux, visiblement émue par cette confidence. « Vous devez l'aimer beaucoup pour parler d'elle avec autant de tendresse. L'amour ne disparaît pas avec les gens, » murmura Marco. « Ils trouvent juste d'autres façons d'exister. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le crépitement du feu dans la cheminée et le chant lointain des grillons. Alessia semblait lutter avec elle-même, comme si elle hésitait à révéler quelque chose d'important.
Finalement, elle prit une profonde inspiration. « Mon père, c'est un homme puissant, très puissant. Il contrôle beaucoup de choses dans cette région. » Marco attendit patiemment qu'elle continue, sentant que chaque mot lui coûtait. « Antonio Conti », ajouta-t-elle d'une voix à peine audible. Le nom frappa Marco comme un coup de massue. « Antonio Conti !» Bien sûr qu'il connaissait ce nom. Tout le monde, dans un rayon de 50 km autour de Sienne, connaissait Antonio Conti. Homme d'affaires influent, propriétaire terrien, il avait la réputation de faire et défaire les destins selon ses intérêts. On disait qu'il avait des contacts haut placés dans l'administration, que les autorités locales évitaient soigneusement de contrarier ses projets. « Vous êtes la fille d'Antonio Conti », répéta Marco, assimilant lentement cette révélation. « Sa fille, oui, mais pas son héritière, pas si je peux l'éviter. » L'amertume dans sa voix était palpable. Alessia releva la tête et Marco put voir la détermination qui brillait dans ses yeux sombres. « Ah, ma mère est partie l'année dernière. Avant son départ, elle m'a confié quelque chose d'important. Quelque chose que mon père veut absolument récupérer. Quoi donc? Une preuve? Une preuve que certaines propriétés qu'il revendique ne lui appartiennent pas légitimement. Ma mère avait gardé des documents, des témoignages. » Alessia s'interrompit brusquement, comme si elle en avait déjà trop dit. Elle se leva et commença à débarrasser la table, évitant soigneusement le regard de Marco. « Je ne devrais pas vous mêler à tout cela. C'est dangereux. » Marco se leva à son tour et posa doucement sa main sur l'épaule d'Alessia. « Il est peut-être déjà trop tard pour cela. Si votre père apprend que vous êtes ici, il finira par le découvrir, » coupa-t-elle. « Antonio Conti finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Mais pour l'instant, je dois retrouver ce que ma mère a caché. » « Caché où ?» Alessia hésita longuement avant de répondre. « Quelque part dans cette région. Elle m'a laissé des indices, mais ils sont cryptiques. Ma mère était très prudente. Elle savait que mon père la surveillait. » Cette nuit-là, Marco eut du mal à trouver le sommeil. La présence d'Alessia dans sa maison avait déjà bouleversé la tranquillité de son existence, mais apprendre qu'elle était la fille d'Antonio Conti changeait complètement la donne. Il se demandait si l'un n'était pas en train de commettre une terrible erreur en l'hébergeant. Vers 3 heures du matin, un bruit inhabituel le réveilla en sursaut. Il se leva silencieusement et se dirigea vers la fenêtre de sa chambre. Dans la cour, Tornado galopait en rond, visiblement agité. Mais ce qui inquiéta davantage Marco, c'est qu'il aperçut une silhouette masculine près du portail de la propriété. L'homme semblait observer la maison, immobile dans l'ombre des cyprès. Au bout de quelques minutes, il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Marco sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Alessia avait-elle raison? Antonio Conti avait-il déjà retrouvé sa trace? Le lendemain matin, il trouva Alessia dans la cuisine, le visage blême et les traits tirés par l'insomnie. « Vous aussi, vous l'avez vu ?» demanda-t-elle sans préambule. Marco acquiesça gravement. La partie venait de commencer, et il avait l'impression qu'il n'en maîtrisait aucune des règles. Les semaines qui suivirent cette première apparition nocturne furent marquées par une vigilance constante. Marco avait renforcé la sécurité de la propriété sans en avoir l'air, installant discrètement de nouveaux verrous et vérifiant chaque soir que les barrières étaient bien fermées. Alessia, de son côté, semblait avoir retrouvé un semblant de sérénité, mais il la surprenait souvent à scruter l'horizon avec une inquiétude mal dissimulée. Un matin de juin particulièrement ensoleillé, Marco décida de ranger le grenier de la maison. Depuis la disparition de Lucia, il avait évité cette pièce chargée de souvenirs, mais la présence d'Alessia lui donnait le courage d'affronter le passé. Parmi les malles poussiéreuses et les meubles recouverts de draps blancs, il découvrit un vieux bahut en chêne massif qu'il ne se souvenait pas avoir vu auparavant. « Alessia !» appela-t-il depuis l'étage supérieur. « Pourriez-vous monter m'aider ?» Elle grimpa les marches étroites et le rejoignit sous les poutres apparentes du grenier. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le bahut, et Marco remarqua qu'elle pâlissait légèrement. « Vous connaissez ce meuble ?» demanda-t-il, intrigué par sa réaction. « Il ressemble… »
Il ressemble à celui que possédait ma grand-mère maternelle, murmura-t-elle en s'approchant lentement. Marco souleva le lourd couvercle, révélant un intérieur tapissé de velours rouge décoloré. Au fond reposaient quelques objets hétéroclites, des lettres jaunies, une montre de gousset arrêtée et surtout une petite boîte à bijoux en nacre dont les motifs floraux avaient conservé leur éclat malgré les années. Alessia sursauta violemment en apercevant la boîte. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en portant la main à sa gorge. « Qu'y a-t-il » Les mains tremblantes, elle saisit délicatement l'objet et le retourna. Sur la base, gravée dans la nacre, se trouvait un symbole complexe mêlant une rose stylisée et des initiales entrelacées. M. R. Ma mère possédait exactement la même, chuchota Alessia, les larmes aux yeux. Absolument identique. Même gravure, même symbole, comment est-ce possible? Marco examina la boîte de plus près. Le travail était d'une finesse remarquable, manifestement artisanal et ancien. Les initiales MR étaient gravées avec une précision qui suggérait qu'elles avaient une signification particulière. Votre mère s'appelait comment? Isabella. Isabella Rossi, avant son mariage. Mais ses initiales, MR, elle réfléchit intensément, fouillant dans ses souvenirs d'enfance. Ma grand-mère maternelle s'appelait Maria Rossi. Ce devait être son monogramme. Marco sentait qu'il touchait à quelque chose d'important. Comment la boîte à bijoux de la grand-mère d'Alessia avait-elle pu se retrouver dans le grenier de sa maison? Sa propre famille possédait cette propriété depuis plus d'un siècle. Il doit y avoir une explication logique, dit-il en continuant à fouiller dans le bahut. Au fond, sous une pile de mouchoirs brodés, ses doigts rencontrèrent une enveloppe scellée. Son cœur s'accéléra quand il découvrit l'écriture élégante qui ornait le devant à celui qui trouvera cette lettre, Isabella Rossi Conti. Alessia étouffa un cri de surprise. Sa mère avait non seulement prévu que cette boîte serait découverte, mais elle avait laissé un message. D'une main fébrile, Marco ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture était soignée, mais on devinait l'urgence dans certains traits plus appuyés. Si vous lisez ces lignes, c'est qu'Alessia a trouvé refuge dans cette maison, comme je l'espérais. Marco Belandi, votre famille et la mienne sont liées par un secret que mon mari ignore. Votre arrière-grand-père et ma grand-mère Maria ont été plus que des voisins. Ils ont partagé un amour secret qui a donné naissance à un enfant. Cet enfant, ma mère Elena, a grandi en croyant que son père était un ouvrier agricole décédé jeune. La vérité est tout autre. Marco dut s'asseoir sur une vieille malle, le souffle coupé par cette révélation. Alessia lisait par-dessus son épaule, tout aussi stupéfaite. La lettre continuait. Les terres que mon mari revendique aujourd'hui appartenaient en partie à votre arrière-grand-père Giovanni Belandi. Il les avait léguées secrètement à Maria, puis à sa descendance. J'ai les preuves de cette donation cachée en lieu sûr. Alessia sait où les trouver, mais elle aura besoin de votre aide. Antonio ne doit jamais découvrir que nos familles sont liées par le sang. Cela pourrait vous mettre tous les deux en danger. Protégez ma fille comme vous auriez protégé une sœur. Isabella. Un long silence suivit cette lecture. Marco et Alessia se regardaient, assimilant lentement les implications de cette révélation extraordinaire. Ils étaient cousins éloignés, descendants d'un amour secret qui avait marqué leur famille sur plusieurs générations. « À votre arrière-grand-père et ma grand-mère » murmura Alessia, encore sous le choc. « Ce qui expliquerait pourquoi vous vous sentiez si à l'aise ici dès votre arrivée » réalisa Marco. « Et pourquoi Tornado vous a accepté si facilement. Les chevaux sentent ces choses-là. » Mais au-delà de l'émotion de cette découverte familiale, la réalité de leur situation s'imposait avec force. Antonio Conti cherchait à s'approprier des terres qui appartenaient légitimement à Marco et, par extension, à Alessia. Les preuves dont parle votre mère, vous savez où elles sont? Alessia acquiesça lentement. Elle m'a donné des indices avant sa disparition, une carte, des symboles. Je pensais qu'elle parlait de propriétés lointaines. Je n'imaginais pas qu'il s'agissait de vos terres, nos terres.
corrigea doucement Marco. Cette correction, toute simple, marquait un tournant dans leur relation. Hélène n'était non plus simplement un homme solitaire et une fugitive cherchant refuge. Ils étaient une famille, unis par le sang et désormais par une cause commune. Mais cette unité retrouvée s'accompagnait aussi d'un danger accru. Si Antonio Conti découvrait l'existence de ces liens familiaux et des documents qui prouvaient l'illégitimité de ses revendications, il ne reculerait devant rien pour effacer ces témoignages gênants. Le soir même, alors qu'ils dînaient dans un silence pensif, un détail troublant vint assombrir davantage leur situation. Marco remarqua que la serrure de la porte d'entrée avait été changée. Il était pourtant certain de ne pas l'avoir fait remplacer. « Alessia, dit-il calmement, quand êtes-vous sortie de la maison pour la dernière fois ? Ce matin, pour nourrir les poules. Pourquoi ? Quelqu'un a changé notre serrure. » Le message était clair. Ils étaient surveillés de très près, et leurs mystérieux visiteurs nocturnes avaient les moyens d'agir en plein jour, sur leur propriété, sans être vus. La découverte de la serrure changée marqua le début d'une série d'événements troublants qui transformèrent progressivement la paisible propriété de Marco en un terrain de jeu sinistre pour un adversaire invisible. Le lendemain matin, alors qu'ils inspectaient ensemble les abords de la maison, Alessia remarqua quelque chose d'anormal près de Elle Écurie. « Marco, regardez !» dit-elle en désignant le sol près de la porte principale des chevaux. Là, dans la terre humide du matin, se dessinaient clairement des empreintes de bottes qui n'appartenaient ni à Marco ni à Alessia. Quelqu'un était venu pendant la nuit, avait inspecté Elle Écurie et était reparti en prenant soin de ne laisser aucune autre trace visible. Whoever it was knew exactly what they were doing, murmura Marco en examinant les empreintes. Ces marques sont trop nettes pour être accidentelles. On veut que nous sachions qu'on nous surveille. Cette constatation glaça Alessia. L'idée que quelqu'un puisse rôder autour de la propriété pendant qu'il dormait la terrifiait plus que tout. Elle se rappelait les méthodes de son père. Antonio Conti avait toujours préféré la pression psychologique à la confrontation directe. Il excellait dans l'art de déstabiliser ses adversaires en leur faisant comprendre qu'ils n'étaient jamais vraiment en sécurité. « Il faut que je vous montre où ma mère a caché les documents », déclara-t-elle soudain. « Plus nous attendons, plus nous risquons qu'il les trouve avant nous », Marco acquiesça. Il ne pouvait plus se permettre de temporiser. Alessia disparut quelques minutes dans sa chambre et redescendit avec une petite carte dessinée à la main et un médaillon en argent qu'elle portait constamment autour du cou. Ma mère m'a expliqué que les deux étaient nécessaires. La carte indique l'emplacement général et le médaillon. Elle ouvrit le bijou, révélant une petite boussole intégrée dont l'aiguille pointait vers un symbole gravé à l'intérieur. Il précise la direction exacte. La carte représentait schématiquement la région autour de Sienne, avec des repères naturels comme des collines, des cours d'eau et des bosquets. Un point rouge marquait un endroit situé à environ 3 km de la propriété de Marco, près d'une ancienne chapelle abandonnée que les habitants du coin appelaient Santa Maria del Vigne. « Votre mère connaissait bien cette région », observa Marco en étudiant la précision du tracé. « Elle y avait grandi à Vendée, épousé mon père. Isabella connaissait chaque sentier, chaque cachette possible. Ils décidèrent de partir immédiatement, à cheval, en empruntant les chemins les moins fréquentés. Marco sella Stella et Tornado, remarquant que ce dernier semblait particulièrement nerveux. L'animal ne cessait de hennir et de regarder vers la route principale, comme s'il percevait un danger imminent. « Il sent quelque chose », murmura Alessia en caressant l'encolure de Elle et Talon pour l'apaiser. Ils quittèrent la propriété par un sentier qui serpentait entre les vignes, évitant soigneusement la route goudronnée où ils auraient donc pu être facilement repérés. Le soleil de juillet chauffait déjà intensément, et les cigales commençaient leur concert strident dans les oliviers. Au bout d'une heure de progression prudente, ils atteignirent les ruines de Santa Maria del Vigne. La petite chapelle, construite au XIVe siècle selon la tradition locale, avait été abandonnée depuis des décennies. Ses murs de pierre blonde s'écroulaient lentement sous la saule du lierre et des intempéries, mais l'ensemble conservait une beauté mélancolique qui touchait le cœur.
Alessia consulta son médaillon et se dirigea vers l'arrière de la chapelle, là où un ancien cimetière étendait sous les chênes centenaires. La plupart des tombes étaient si anciennes que les inscriptions étaient devenues illisibles, rongées par les siècles. « C'est là », dit-elle en s'arrêtant devant une stèle particulièrement patinée. « Maria Rossi, ma grand-mère. » Marco examina la pierre tombale avec émotion. Ainsi, il se trouvait devant la sépulture de son arrière-grand-mère cachée. La femme qui avait partagé l'amour secret de Giovanni Bellandi et donné naissance à une lignée dont il ignorait l'existence. Alessia s'agenouilla et commença à déblayer délicatement la base de la stèle. Ses doigts trouvèrent rapidement une pierre mobile qui, une fois écartée, révéla une cavité soigneusement aménagée. À l'intérieur, protégé par plusieurs couches de toile cirée, se trouvait un paquet rectangulaire. « Les voilà !» souffla-t-elle en extrayant précautionneusement le paquet. Marco l'aida à déballer le contenu. Une liasse de documents jaunis, des actes de propriété, des lettres d'amour échangées entre Giovanni et Maria, et surtout, un testament holographe de Giovanni Bellandi léguant officiellement une partie de ses terres à Maria Rossi et à sa descendance. Ces papiers prouvent que mon père n'a aucun droit sur vos terres, déclara Alessia avec satisfaction. Mieux encore, ils établissent que certaines propriétés qu'il possède actuellement devraient légalement vous revenir. Marco étudiait les documents avec une attention soutenue quand un détail le frappa. Les dates correspondaient exactement à la période où sa famille avait mystérieusement perdu plusieurs parcelles, officiellement vendues pour éponger des dettes. En réalité, il s'agissait manifestement d'une spoliation orchestrée de longue date. Antonio Conti sait-il que ces preuves existent? Ma mère pensait que non, mais Alessia hésita. Il y a quelques semaines, j'ai surpris une conversation téléphonique. Mon père parlait de nettoyer définitivement le passé et de récupérer des documents compromettants. J'ai eu peur qu'il ait découvert quelque chose. Soudain, le hennissement strident de tornado retentit dans le silence du cimetière. Les 2 chevaux, restés attachés près de l'entrée de la chapelle, montraient des signes d'agitation extrême. « Quelqu'un arrive !» chuchota Marco en tendant l'oreille. Au loin, le bruit caractéristique d'un moteur de voiture se rapprochait sur le chemin de terre qui menait à la chapelle. Ils remballaient précipitamment les documents et remplacèrent la pierre de la tombe, effaçant le plus possible les traces de leur passage. « Par là !» indiqua Marco en désignant un bosquet dense qui leur offrirait une cachette temporaire. Ils menèrent rapidement les chevaux à l'abri et attendirent, le cœur battant, de voir qui venait troubler la tranquillité de cet endroit isolé. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant la chapelle. 2 hommes en descendirent, vêtus de costumes sombres malgré la chaleur estivale. L'un d'eux, plus âgé, dirigeait visiblement les opérations tandis que le second, plus jeune et athlétique, semblait jouer le rôle de garde du corps. « Inspectez tout !» ordonna l'homme âgé d'une voix que Marco reconnut avec un frisson d'inquiétude. Antonio Conti en personne venait de faire son apparition, et il ne semblait pas être là par hasard. Cachés derrière le dense feuillage du bosquet, Marco et Alessia observaient avec une tension croissante les mouvements d'Antonio Conti et de son accompagnateur. L'homme que redoutait tant Alessia était plus imposant qu'elle ne l'avait décrit. Grand, élégamment vêtu malgré la chaleur, il portait ses 60 ans avec une prestance naturelle qui trahissait l'habitude du commandement. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés et ses gestes mesurés révélaient une patience de prédateur. « Cherchez partout !» ordonna-t-il à son homme de main. Isabella était trop intelligente pour laisser ses secrets à la portée du premier venu. Mais elle avait ses habitudes. Le garde du corps entreprit d'inspecter méthodiquement les ruines de la chapelle, soulevant les pierres détachées, sondant les murs à la recherche de cachettes possibles. Antonio, lui, se dirigea directement vers le petit cimetière, comme s'il savait exactement ce qu'il venait y chercher. Alessia retint un souffle quand elle vit son père s'arrêter devant la tombe de Maria Rossi. Il resta immobile quelques instants, contemplant la stèle avec une expression indéchiffrable. Puis,
à la grande surprise des deux observateurs cachés. Il sortit un bouquet de fleurs fraîches de sa voiture et le déposa respectueusement sur la sépulture. « Forgive me, Maria », murmura-t-il d'une voix si basse qu'ils l'entendirent à peine. Tout cela aurait pu être différent. Cette manifestation inattendue de émotion troubla profondément Alessia. Elle n'avait jamais vu son père montrer la moindre sensibilité, et encore moins envers la famille de sa défunte épouse, qu'il avait toujours méprisée ouvertement. Antonio s'agenouilla près de la tombe et commença à examiner sa base avec la même méticulosité que son homme de main dans la chapelle. Ses mains expertes trouvèrent rapidement la pierre mobile qu'Alessia et Marco avaient remise en place quelques minutes plus tôt. « Elle était là, comme je le pensais », dit-il en découvrant la cavité vide. « Mais quelqu'un nous a devancés. » Il se releva lentement, époussetant son costume, et son regard balaya les alentours avec une acuité troublante. Marco sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine quand les yeux perçants d'Antonio semblèrent s'attarder sur leur cachette. « Monsieur Conti » appela le garde du corps depuis la chapelle. « J'ai trouvé quelque chose. » Antonio rejoignit son subordonné qui tenait entre ses mains un morceau de tissu accroché à une ronce près de l'entrée. Un fragment de la chemise de Marco, arraché lors de leur fuite précipitée vers le bosquet. « Récent », observa Antonio en examinant le tissu. « Très récent. Nos mystérieux visiteurs ne sont peut-être pas très loin. » Il fit signe à son homme de fouiller les environs immédiats. Le garde du corps se dirigea méthodiquement vers leur cachette, et Marco comprit qu'il serait en découvert dans quelques secondes. Il prit une décision rapide. Plutôt que d'attendre d'être pris au piège comme des voleurs, il valait mieux prendre l'initiative. « Restez ici », chuchota-t-il à Alessia. « Quoi qu'il arrive, ne bougez pas. » Avant qu'elle puisse protester, Marco sortit du bosquet, les mains bien visibles, et s'avança vers Antonio Conti avec une assurance qu'il était loin de ressentir. « Monsieur Conti » dit-il d'une voix ferme. « Je crois que vous me cherchez. » Antonio se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marco Belandi. J'espérais avoir cette conversation depuis longtemps. »« Vraiment? Et de quoi vouliez-vous discuter ?»« De votre charmante invitée, bien sûr, ma fille Alessia. Je sais qu'elle se cache chez vous depuis plusieurs semaines. » Marco garda un visage impassible, mais son cœur battait à tout rompre. Comment Antonio pouvait-il être si sûr de lui? « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vis seul sur ma propriété. » Antonio éclata d'un rire sans joie. « Allons, mon cher Marco. Mes informateurs m'ont rapporté qu'une jeune femme brune avait été aperçue plusieurs fois sur vos terres. De plus, il marqua une pause théâtrale. Tornado a toujours eu une préférence pour les femmes de la famille d'Isabella. C'est un trait de caractère qu'il a hérité de son père, un étalon que j'avais offert à ma défunte épouse. » Cette révélation frappa Marco comme un coup de massue. Antonio connaissait ses chevaux, sa propriété, probablement beaucoup plus de choses qu'il ne voulait l'admettre. « Que voulez-vous » demanda-t-il directement. « Récupérer ce qui m'appartient. Alessia a en sa possession des documents qui me reviennent de droit, des papiers de famille que sa mère a empruntés avant son départ. Et si ces documents prouvaient que c'est vous qui possédez illégalement ce qui appartient à d'autres ?» Le sourire d'Antonio se figea, remplacé par une expression glaciale. « Jeune homme, vous jouez avec des forces qui vous dépassent. Ma famille contrôle cette région depuis des générations. Nous avons des alliés puissants, des contacts dans toutes les administrations. Si vous vous obstinez à protéger Alessia, vous découvrirez à quel point la vie peut devenir compliquée pour un petit propriétaire isolé. Vous me menacez, je vous informe, nuance importante. » Antonio fit un geste discret, et son garde du corps s'approcha de Marco avec une démarche menaçante. « Cependant, » reprit Antonio, « je ne suis pas un homme déraisonnable. Si vous acceptez de me remettre Alessia et les documents qu'elle détient, je peux me montrer généreux. Votre propriété a des dettes, n'est-ce pas? Des emprunts contractés pour les soins de votre regrettée épouse, je pourrais les racheter et vous offrir des conditions très avantageuses. » Marco sentait la rage monter en lui. Cet homme osait utiliser la mémoire de Lucia comme moyen de pression. « Jamais », répondit-il sèchement.
Réfléchissez bien, Marco. Vous avez 24 heures pour reconsidérer ma proposition. Passé ce délai, il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Antonio remonta dans sa voiture, suivi de son homme de main. Avant de démarrer, il baissa sa vitre. « Oh, et Marco, dites à Alessia que son père l'aime, malgré tout ce qui s'est passé. » La voiture disparut dans un nuage de poussière, laissant Marco seul dans le silence troublant du cimetière. Il attendit plusieurs minutes avant de rappeler Alessia, s'assurant qu'Antonio était vraiment parti. « Vous avez entendu ?» demanda-t-il quand elle émergea de sa cachette, le visage livide. Chaque mot, elle tremblait légèrement. « Il sait tout, Marco. Comment nous avons pu être si naïfs? Parce que nous avons sous-estimé un homme qui a passé sa vie à manipuler les autres. » Ils remontèrent en selle et prirent le chemin du retour par un itinéraire différent, chacun perdu dans ses pensées. La confrontation avec Antonio avait changé la donne. Hélène n'était plus des fugitifs anonymes, mais des adversaires identifiés dans une partie dont ils ne maîtrisaient pas toutes les règles. Cette nuit-là, de retour à la propriété, Marco trouva un paquet sur le pas de sa porte. À l'intérieur, une photo de Lucia prise peu avant sa disparition et un message lapidaire. Les souvenirs aussi peuvent disparaître. A. C. Cette nuit-là fut la plus longue que Marco eût jamais vécue. La photo de Lucia et le message menaçant d'Antonio l'avaient profondément ébranlé, mais C était surtout l'ultimatum qui le tourmentait. 24 heures pour livrer Alessia et abandonner tous leurs droits légitimes. L'alternative était claire. Voir sa vie détruite par un homme qui avait les moyens de transformer ses menaces en réalité. Alessia, de son côté, semblait avoir pris une décision. Au petit déjeuner, elle arborait une détermination farouche qui contrastait avec son abattement de la veille. « Je vais me rendre à lui », annonça-t-elle sans préambule. « Absolument pas », répliqua Marco avec fermeté. « Nous avons les preuves, nous pouvons nous battre. Avec quoi? Contre qui ?» Elle secoua la tête tristement. « Mon père contrôle les autorités locales, les tribunaux, probablement même les médias régionaux. Ces documents ne serviront à rien si personne n'accepte de les examiner. » Marco savait qu'elle avait raison, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Peut-être était-ce l'héritage de Giovanni Bellandi qui coulait dans ses veines, cette obstination familiale qui l'avait poussé à léguer secrètement ses terres à la femme qu'il aimait. « Il doit exister un moyen, » insista-t-il. « Votre mère n'aurait pas caché ces documents si elle pensait qu'ils ne pourraient jamais servir. » Alessia le regarda longuement, puis sembla prendre une décision importante. « Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Dans les affaires de ma mère, j'ai trouvé un nom. Quelqu'un à qui elle faisait confiance. Quelqu'un qui pourrait nous aider. Qui? Matteo Rinaldi. C. était le notaire de ma grand-mère Maria. Ma mère avait gardé ses coordonnées et une lettre de recommandation. Marco connaissait ce nom. Matteo Rinaldi était une figure respectée de Sienne, un homme âgé mais encore actif, réputé pour son intégrité et son indépendance face aux pressions politiques. Vous pensez qu'il accepterait de nous recevoir? Il le faut. C'est notre seule chance. Ils décidèrent de partir immédiatement pour Sienne, emportant avec eux tous les documents découverts dans la tombe de Maria. Le trajet en voiture se déroula dans un silence tendu, chacun conscient qu'ils jouaient probablement leur dernière carte. Elle, étude de Matteo Rinaldi, occupait un palazzo du XVIe siècle dans le centre historique de Sienne. L'homme qui les reçut était octogénaire, mais ses yeux vifs et sa poignée de main ferme trahissaient une énergie remarquable. « Alessia Conti », murmura-t-il en l'examinant attentivement. « Vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère. Maria était une femme exceptionnelle. Vous l'avez bien connue? » Intimement. J était très jeune quand elle est venue me voir pour la première fois en 1965. Elle voulait que je rédige un testament secret pour léguer ses biens à sa fille Elena, votre mère. Le vieil homme les invita à s'asseoir dans son bureau aux murs couverts de livres de droit et de photos anciennes. Mais ce N n'était pas le seul secret de Maria, continua-t-il. Elle m'avait aussi confié d'autres documents, des papiers qu'elle jugeait trop dangereux pour les garder chez elle.
Marco et Alessia échangèrent un regard stupéfait. « Quel document ?» demanda Alessia. Matteo Rinaldi se leva péniblement et se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque. L'épreuve de l'amour entre Maria et Giovanni Bellandi. Mais aussi, il marqua une pause dramatique. À l'épreuve des agissements frauduleux de la famille Conti sur plusieurs générations. Il sortit du coffre une liasse impressionnante de documents jaunis et les déposa sur son bureau. Maria était bien plus intelligente qu'Antonio ne l'imaginait. Quand elle a compris que la famille de son gendre tentait de s'approprier illégalement les terres des Bellandi, elle a commencé à rassembler des preuves. Faux actes de vente, corruption de fonctionnaires, intimidation de témoins. Tout y est. Marco examina les papiers avec incrédulité. Là, sous ses yeux, s'étalait l'histoire de plusieurs décennies de spoliation organisée. Les Conti avaient systématiquement dépouillé les petits propriétaires de la région, utilisant tour à tour la corruption, le chantage et l'intimidation. « Pourquoi Maria n'a-t-elle jamais utilisé ces preuves ?» demanda-t-il. « Parce qu'elle était terrifiée. » Antonio avait déjà fait comprendre à plusieurs personnes que s'opposer à lui pouvait avoir des conséquences tragiques. Maria préférait garder ses documents comme une assurance, en espérant ne jamais avoir à s'en servir. « Et maintenant ?» questionna Alessia. Le vieux notaire la regarda avec gravité. « Maintenant, ma chère enfant, vous avez le pouvoir de faire justice. Ces documents, combinés à ceux que vous avez trouvés dans la tombe, constituent un dossier accablant contre votre père. » Mais il hésita. « Êtes-vous prête à affronter les conséquences ? Antonio Conti ne se laissera pas faire sans réagir. » Alessia prit une profonde inspiration. « Toute ma vie, j'ai vécu dans l'ombre de la peur qu'il inspirait. J'ai vu ma mère dépérir à force de garder ses secrets. Je ne veux plus fuir. Et moi, je ne veux plus subir, » ajouta Marco. « Mes ancêtres ont été dépouillés. Ma famille a été bernée. Il est temps que la vérité éclate. » Matteo Rinaldi sourit pour la première fois depuis leur arrivée. « Dans ce cas, je connais exactement la personne qu'il vous faut rencontrer. Le procureur Elena Marchetti vient de prendre ses fonctions à Sienne. Elle est jeune, intègre, et elle a la réputation de ne craindre personne. » Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Elena, c'est Matteo. J'ai dans mon bureau 2 personnes qui ont des révélations importantes à vous faire sur l'affaire Conti. Oui, celle sur laquelle vous enquêtez depuis des mois. » Il raccrocha et se tourna vers eux. « Elle vous attend dans 1 heure. » En sortant de l'étude, Marco et Alessia se sentaient à la fois soulagés et appréhensifs. Ils tenaient enfin les armes nécessaires pour se défendre, mais ils savaient aussi qu'en les utilisant, ils déclaraient une guerre ouverte à l'homme le plus puissant de la région. « Vous regrettez ?» demanda Marco alors qu'il marchait vers le palais de justice. « Non », répondit Alessia avec une conviction qui le surprit. « Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer librement. » Mais leur soulagement fut de courte durée. En arrivant sur la Piazza del Campo, ils aperçurent la voiture noire d'Antonio stationnée devant le palais de justice. L'homme qui les avait menacés la veille était là, et Iland était visiblement pas venu en touriste. La bataille finale allait commencer plus tôt que prévu. La présence d'Antonio devant le palais de justice transforma ce qui devait être une démarche discrète en confrontation publique. Marco et Alessia hésitèrent un instant, puis décidèrent de maintenir leur cap. Ils avaient franchi le point de non-retour et ne pouvaient plus reculer. Antonio les aperçut dès qu'ils traversèrent la place. Son visage, habituellement maîtrisé, trahissait cette fois une colère froide qui glaça Alessia. Il s'avança vers eux d'un pas déterminé, accompagné de 2 hommes en costume que Marco reconnut comme des avocats de renom. « Ma chère fille » dit Antonio d'une voix doucereuse qui ne trompait personne. « Quelle surprise de te retrouver ici, et en si charmante compagnie. Bonjour, père » répondit Alessia avec un calme qu'elle était loin de ressentir. « J'espère que tu n'es pas venu faire quelque chose que tu pourrais regretter. Les tribunaux ne sont pas des endroits pour les règlements de comptes familiaux. » Marco fit un pas en avant, protégeant instinctivement Alessia. « Monsieur Conti, nous sommes ici pour rétablir la vérité, rien de plus. »
Antonio éclata d'un rire sans joie. La vérité, jeune homme, la vérité est ce que les gens influents décident qu'elle soit. Et dans cette région, personne n'est plus influent que moi. Peut-être était-ce vrai jusqu'à aujourd'hui. Intervint une voix féminine derrière eux. Ils se retournèrent pour découvrir une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, qui s'approchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à l'autorité. Elena Marchetti, la procureure, avait visiblement assisté à une partie de leur échange. « Ah, monsieur Conti !» salua-t-elle froidement. « Quelle coïncidence de vous trouver ici, alors que nous nous apprêtions à examiner des documents qui vous concernent. » Le visage d'Antonio se durcit, mais il conserva son sourire de façade. « Madame la procureure, j'ignorais que vous vous intéressiez aux querelles de succession entre voisins. Oh, mais il ne s'agit pas d'une simple querelle de succession, n'est-ce pas ?» Elena Marchetti se tourna vers Marco et Alessia. « Si vous voulez bien me suivre, nous avons beaucoup à discuter. » Dans le bureau spacieux de la procureure, l'atmosphère changea radicalement. Elena Marchetti examina méthodiquement tous les documents que Marco et Alessia avaient apportés, posant des questions précises et prenant des notes détaillées. « Ces preuves sont remarquables », finit-elle par déclarer. « Elles confirment ce que nous soupçonnions depuis des mois. Monsieur Conti fait l'objet d'une enquête pour corruption, fraude documentaire et abus de pouvoir. Vos témoignages et ces documents vont considérablement renforcer notre dossier. Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Alessia. « D'abord, nous allons placer ces documents sous scellé officiel pour les protéger. Ensuite, nous lancerons une procédure de restitution des biens spoliés. Et enfin, elle marqua une pause. Nous arrêterons Antonio Conti. C'est vraiment possible ?» Marco n'osait y croire. Non seulement c'est possible, mais c'est inévitable. Nous avons attendu longtemps d'avoir des preuves aussi solides. 2 heures plus tard, il ressortait du palais de justice avec un sentiment de soulagement immense. Les procédures étaient lancées, les documents officiellement enregistrés, et Antonio Conti ne pouvait plus faire marche arrière. Mais leur soulagement fut de courte durée. En arrivant sur la place, ils découvrirent qu'Antonio les attendait, seul cette fois, assis sur un banc face à la fontaine. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Alessia » l'appela-t-il d'une voix fatiguée. « Puis-je te parler, en privé ?» Marco voulut protester, mais Alessia posa une main apaisante sur son bras. « Ça va aller, j'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire. » Elle s'approcha de son père et s'assit à côté de lui. Pour la première fois depuis son enfance, elle le voyait vulnérable, presque fragile. « Tu as gagné ?» dit-il simplement. « J'aurais dû m'en douter. Tu es exactement comme ta mère, douce en apparence, mais inflexible quand il s'agit de défendre ce en quoi tu crois. »« Pourquoi, papa? Pourquoi tout cela ?» Antonio soupira profondément. « Par orgueil, par peur. Quand j'ai épousé Isabella, sa famille était plus respectée que la mienne. J'ai voulu prouver que les Conti valaient mieux que tous les autres. J'ai commencé par de petits arrangements, puis il haussa les épaules. L'engrenage s'est mis en marche. Et Giovanni et Maria, tu savais pour eux? Bien sûr que je savais. Tout le monde savait, à l'époque. Mais Giovanni était marié, Maria aussi. Leur amour était impossible. Quand Giovanni a fait cette donation secrète, j'ai pensé que CC était de la sentimentalité d'homme âgé. Je ne pensais pas que cela ressurgirait un jour. Alessia regardait cet homme qui avait dominé sa vie pendant tant d'années et ne voyait plus qu'un vieillard fatigué par ses propres mensonges. « Tu m'aimes vraiment, papa ?» Antonio tourna vers elle des yeux brillants de larmes retenues. « Plus que tout au monde. C'est pour cela que j'espérais que tu n'aurais jamais à découvrir tout cela. Alors pourquoi ne pas avoir changé? Pourquoi ne pas avoir arrêté ?» Parce que j'avais trop peur de perdre ce que j'avais construit. Et ironiquement, en voulant tout garder, j'ai tout perdu. 6 mois plus tard, Marco et Alessia se tenaient main dans la main sur la terrasse de la propriété Belandi, regardant le soleil se coucher sur les collines de Toscane. Les procédures judiciaires avaient abouti. Antonio Conti avait été reconnu coupable et condamné à plusieurs années de prison. Mais sa peine avait été aménagée en raison de son âge et de sa coopération avec la justice. Toutes les terres spoliées
avaient été restitués à leurs propriétaires légitimes. Marco avait récupéré l'intégralité de l'héritage de ses ancêtres et découvert qu'il était beaucoup plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Tu ne regrettes rien ?» demanda-t-il à Alessia. « Comment pourrais-je regretter ? J'ai retrouvé ma liberté, découvert une famille que je ne connaissais pas. Et, elle sourit en le regardant, j'ai trouvé l'amour là où je ne l'attendais pas. » Marco l'embrassa tendrement. Leur histoire avait commencé par une fuite et une rencontre hasardeuse, mais LS épanouissait maintenant dans la sérénité d'un amour partagé et d'une justice rendue. Dans les champs de tournesol qui ondoyaient sous la brise du soir, il pouvait presque entendre les rires de Lucia, de Giovanni et de Maria, tous ces amours du passé qui avaient préparé le chemin vers leur bonheur présent. Le lendemain, ils iraient déposer des fleurs sur la tombe de Maria Rossi, non plus comme des fugitifs cachant des secrets, mais comme une famille réunie qui honorait ses ancêtres et construisait son avenir. Chers amis, nous espérons que l'histoire de Marco et Alessia vous a touché au cœur. Cette saga d'amour, de courage et de vérité nous rappelle que la justice finit toujours par triompher, même face aux adversaires les plus puissants. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Nous publions chaque jour de nouvelles histoires qui explorent les mystères du cœur humain et les victoires de l'amour sur l'adversité. Dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus ému. Pour découvrir d'autres récits tout aussi captivants, cliquez sur notre playlist spéciale à votre gauche. Nous avons hâte de partager avec vous de nouvelles aventures émotionnelles. À très bientôt!